J'étais Picasso depuis le jour de ma naissance, mais pas depuis le jour de mon héritage. Et en somme, c'est ce qu'on m'a demandé. Et voilà, ça c'est... Autrefois, c'était l'atelier de mon grand-père. Aujourd'hui, ce sont les salons que j'ai restaurés, où j'ai mis un petit peu de ma vie et puis de mon âme. Ça, c'est une poterie de mon grand-père dont j'ai hérité, que j'aime beaucoup. Ça, c'est une photo qui retrace la vie de mon grand-père à l'époque où il y vivait. Quand il était là, bon, il venait tardivement le matin parce qu'il se levait très tard, parce qu'il peignait la nuit. Il recevait ses amis, ses enfants, ses petits-enfants. Tous les animaux avaient le droit de rentrer, les chèvres, les chiens. C'est vrai que j'ai gardé un petit peu cette habitude en ce qui concerne les chiens, mais bon, la maison étant plus sophistiquée, je n'ai pas de chèvres. Mais l'âme de mon grand-père y est toujours. D'ailleurs, je suis contente d'avoir mis quelques tableaux qu'il a fait, notamment le portrait de mon père lorsqu'il était enfant. Et puis ici, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est mon grand-père avec mon père, quand il venait le voir dans cette maison, quand il avait le droit d'être reçu. Donc c'est un moment précieux, parce que c'était des rares moments. C'était le point un petit peu difficile d'être reçu. D'ailleurs, cette table est un endroit un petit peu symbolique. C'était pas cette table-là, c'était une vieille table de bois. Et c'est là qu'étaient reçus tous ces enfants, mon frère Pablito, moi-même, Claude, Paloma et Maya. Et on se retrouvait là quand mon grand-père se levait très tardivement. On était un petit peu décalés dans le temps parce que nous, on attendait depuis plusieurs heures. Et quand il avait décidé de se lever, de nous recevoir, on partageait quelques fruits secs, du thé avec lui. Et puis c'était quand même un moment privilégié. Alors on essayait de le vivre comme on pouvait. Mais on se demandait souvent, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, si on était reçu par notre grand-père ou si mon grand-père était un roi soleil. Ou... Pourquoi fallait-il autant d'attentes et de difficultés pour être introduit auprès de lui? Puis j'ai choisi ces poteries, ces assiettes. Ce sont des petites choses que j'aime bien. C'est vrai qu'autrefois, quand je suis devenue héritière, je tournais les tableaux, je tournais les poteries pour ne pas les voir, parce qu'elles représentaient toute l'intensité, toute la force que mon grand-père possédait. Et j'avais le sentiment d'être totalement écrasée, donc je n'avais pas la force d'y faire face. Donc en les mettant le dos au mur, j'avais l'impression que mon héritage était plus léger. Marina Picasso, il semble que c'était difficile d'accepter cet héritage. Écoutez, de manière générale, je crois que c'est pas facile d'hériter. Matériellement, on peut penser que c'est très facile, mais je crois que psychologiquement, c'est difficile parce que derrière un héritage, il y a toujours une histoire. Et je crois que dans la vie de Picasso, l'histoire a été très lourde. Il faudrait peut-être rappeler qui vous êtes justement dans la famille Picasso, parce qu'on a tendance un peu à mélanger un petit peu. Oui. Oui, je crois que la vie de mon grand-père est un petit peu compliquée. Bien, moi, c'est très simple. Je suis donc la petite fille de Pablo Picasso. Je suis la fille du fils légitime de Pablo Picasso, Paul Picasso, qui est le fils aîné de tous les enfants de Picasso. Donc vous êtes 5 héritiers. Nous sommes 5 co-héritiers. Vous attendiez à cet héritage à 22 ans? Non, sincèrement non. Déjà, je n'y avais pas pensé, puis j'avais quand même un père. Et je ne pensais pas que mon père mourrait consécutivement après mon grand-père. Donc oui, effectivement, j'ai été surprise. Il faut bien rappeler que tout le monde est mort. Alors, vous avez eu 3 morts successives. Oui, en 2 ans et demi. Oui, c'est très rapproché. Oui, ce sont des moments difficiles. Oui, perdre son grand-père, son père et son frère en 2 ans et demi. Oui, je pense que pour une jeune femme ou une jeune fille, c'est un bouleversement. C'était votre père qui était donc le fils légitime de Picasso. Oui. Il n'avait pas hérité, lui? Il n'avait pas pris sa part d'héritage? Mon père n'avait pas hérité. Je crois que c'était un côté assez joli de sa personnalité. Mon père aurait pu, à ce moment-là, avoir une certaine indépendance et il a refusé de toucher à l'héritage de son père et il a voulu laisser l'œuvre de son père intacte. Je pense qu'il l'a fait par affection et aussi par admiration. Il pensait surtout que cet héritage ne lui appartenait pas, que c'était à son père, c'était son œuvre et qu'il fallait le laisser comme il était. Et ça l'a quand même rendu très dépendant matériellement et psychologiquement. Vous pourriez me dire, il aurait pu faire autre chose. Mais malheureusement, je pense que quand on est et je le dis aujourd'hui avec un certain recul, quand on est le fils de Picasso, on ne peut pas vivre comme les autres. C'est pas possible. Pourquoi? Bien parce que quand on a un père aussi puissant, on a l'impression, je vais vous dire une chose qui peut vous paraître négative, mais on a l'impression qu'on n'est rien. Parce que c'est trop. Et j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre et j'étais un petit peu en colère après mon père lorsque j'étais jeune en me disant comment il n'a pas fait le nécessaire pour ses enfants. Et au fond, je me suis rendu compte avec le temps, surtout quand je suis devenue héritière, que c'était extrêmement difficile d'assumer tout ça. Et on n'a plus de personnalité, on dépend de l'autre.
Et moi-même, en étant petite fille, donc je ne suis pas concernée directement, j'ai des souvenirs quand j'étais très jeune, je disais jamais je suis la fille de Paul Picasso, je disais je suis la petite fille de Picasso, parce que je pensais que je n'avais le droit de parler que de cette façon. Et aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus d'affection et de fierté en vous disant que je suis heureuse d'être la fille du fils de Picasso, et non celle du petit-fils de Picasso. Mais ça veut dire que tout ce trajet, vous l'avez fait ces dernières années? Oui, oui, je crois que cette dernière décennie, j'ai vraiment fait le point, j'ai construit ma vie, j'ai mis une part de moi-même dans le tiers-monde, dans mon humanitaire, et bon, je me suis construit une vie et ça m'a permis de remettre mon grand-père à sa place, tout en restant très admirative de tout ce qu'il a fait, et si aujourd'hui je fais tout ce que je fais, c'est grâce à ça aussi. Donc je le dis avec beaucoup d'humilité. Vous compreniez qu'il était un artiste connu, célèbre? Je le comprenais en partie comme tous les enfants petits, mais j'avais surtout pas envie de le comprendre. J'avais envie qu'il soit à moi et qu'il soit un vrai grand-père. Donc franchement, ça me dérangeait. Il fallait qu'on soit très disponible pour lui. Et ça, je le dis aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est amusant parce que lui nous faisait attendre 2 heures, même quand on avait 4-5 ans. Mais par contre, quand on était là, même quand on était plus grand, je me souviens un jour de l'avoir énormément blessé parce que j'étais avec mon père et mon frère, puis ça devait pas trop bien se passer. Et j'ai fait le geste de regarder ma montre. Et je l'ai vu vraiment devenir livide. Et il a eu le sentiment que je m'ennuyais avec lui, alors que c'était pas ça, j'avais trop attendu, j'en avais assez. Et au moment où on me donnait mon grand-père, ben, j'en voulais plus. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'école, au lycée, en grandissant? Avec mon frère, on avait développé avec beaucoup de talent l'art de faire croire qu'on était heureux alors qu'on ne l'était pas. Et on avait une vie contrastée puisqu'on était dans un collège d'enfants fortunés et on avait une vie très très difficile matériellement chez nous. Donc c'était très difficile de vivre une vie contrastée. Et c'est pour ça que j'ai toujours rêvé d'aller au lycée quand j'étais enfant et pas dans des écoles particulières. Qui étaient payées par votre grand-père, je crois. Ce qui n'était pas très intelligent parce que ça nous donnait une vie encore plus difficile. C'est-à-dire, lorsque vous rentriez à la maison, c'était... On retrouvait notre quotidien. Et un quotidien sans argent, difficile. Voilà. Mais c'est le fait, nous, d'arriver à l'époque et notre petite mobilette, et puis avoir des enfants qui arrivent avec leur rôle, c'est leur chauffeur. Bon, on est de suite différents. Et nous, on ne voulait pas de tout ça. On ne voulait surtout pas de ce qui représentait trop. Donc on aimait mieux notre mère démunie sur bien des plans que notre école de riches. Je crois que on peut le comprendre. Les enfants ne veulent rien d'autre que ce qui est vrai. Comment vous expliquez, vous, que votre grand-père n'ait pas donné d'argent à votre mère pour vous élever? Qu'il ait payé des études, mais qu'il ne se soit pas rendu compte qu'au quotidien, j'ai essayé de me l'expliquer longtemps, mais c'est très simple. Je pense qu'il ne faut pas en faire quelque chose de compliqué. Mes parents s'entendant mal, leur relation était tout le temps conflictuelle. Mon père recevait de l'argent et après il le redistribuait comme il le voulait ou comme il le pouvait. Mais au bout du compte, vous, lorsque vous étiez, on va dire, adolescente et jeune fille, vous pensiez que vous étiez pauvre ou riche? Pauvre comme votre mère ou riche comme non, je crois que la réalité, je ne fais pas d'humour, mais je dis avec le sourire, je pense que j'avais tout à fait conscience qu'on était démunis, mais que ça n'avait pas tellement d'importance. Il fallait faire avec et qu'un jour, ce serait peut-être différent, parce que je grandirais, je deviendrais adulte et je ferais quelque chose par moi-même. C'est ce que je souhaitais le plus profondément. Donc... Non, ça ne me posait pas trop de problèmes, ça en a posé davantage à mon frère. Parce que lui était certainement beaucoup plus marqué par l'image de mon grand-père. Et il s'identifiait certainement à cet homme, enfin il essayait de s'identifier à cet homme puissant. Et c'est là, je pense, où il a lâché. Et je pense que c'est une des raisons profondes de son suicide. Il a compris qu'il n'arriverait jamais à surmonter. Et il a désespéré avant l'heure. Et c'est assez dur pour moi d'en parler, mais je crois que si on lui avait donné un peu de temps supplémentaire, il serait en vie, puis il aurait fait comme moi, il aurait assumé. Mais là, il était à un âge fragile où les garçons ont besoin d'être reconnus, soutenus par leur père et même par leur grand-père, aussi puissant soit-il. Il avait quel âge, Pablito? Quand il s'est suicidé, il avait 22 ans. Mais ça aurait pu être évité. Et ça, pour moi, c'est un profond regret. Parce que je crois que dans des familles beaucoup plus simples, les mots existent. Mais quand ce sont des familles puissantes comme ça, tout ce qui est humain passe au second plan. Ce nom, il est attaché à votre grand-père. Est-ce que justement, avec tous ces drames qui sont passés dans la famille, à un moment donné, vous en avez voulu à ce grand-père? Oui, j'en ai voulu. J'en ai voulu pendant longtemps parce que j'ai eu l'impression que mon grand-père était un monstre et qu'il avait déclenché tout ça. Puis ensuite, quand même, j'ai remis leurs choses à leur place et j'ai reconnu que le génie, c'était une chose hors norme et qu'un génie ne peut que finalement faire des débordements et c'est ce qui est arrivé dans ma famille. Comment vous viviez, vous, à 22 ans?
lorsque vous avez été à la tête de cette fortune? Ça m'affecte un petit peu d'en parler toujours, mais bon, j'ai été étudiante, j'ai passé mon bac philo, et puis ensuite, j'ai eu des difficultés matérielles, et je voulais rien demander à mon grand-père. Donc j'ai travaillé, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, donc j'ai fait des stages dans des maisons d'enfants handicapés, d'arriérés profonds. Et c'était pas facile de porter ce nom, de chercher des petits boulots, et j'ai paré au plus pressé. C'est-à-dire que ce nom, vous le portiez comme une difficulté ou au contraire? Tout à fait. Vous savez, je me suis trouvée dans des situations où quand je demandais un travail, bien sûr, on vous demande votre carte d'identité, votre état civil, et surtout dans une région comme la Côte d'Azur, et surtout dans une ville comme Vallauris, où mon grand-père était très connu. Avec mon frère, on a souvent essuyé des affronts parce qu'on souriait quand on demandait un travail. On nous disait, mais enfin, je comprends pas, vous n'en avez pas besoin. Donc c'est très, très difficile quand on a 18, 19 ans, il faut rentrer la tête dans les épaules puis rien dire. On a vécu beaucoup d'humiliation. Ce qui fait que lorsque vous avez hérité, vous avez, j'imagine, arrêté immédiatement de travailler. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez géré la fortune? Non, ce serait prétentieux de dire ça. Non, j'ai été convoquée à une table d'héritiers avec un commissaire-priseur, un administrateur. On m'a informé un petit peu de l'avenir que j'allais avoir sur le plan de l'héritage, mais j'étais vraiment pas concernée, donc c'était très, très lourd. Je veux dire, on ne peut pas rentrer comme ça, être convoqué peut-être une semaine après le décès de son père à une table d'héritiers et vous dire, ben voilà... C'était des sous-entendus, vous êtes contente, voilà, vous êtes héritière, votre grand-père est mort, votre père est mort, votre frère n'est plus là, vous avez partagé toute votre vie, parce que j'avais 18 mois d'écart avec mon frère, vous avez partagé tous les mêmes moments, les mêmes souffrances, les mêmes idées, et aujourd'hui vous êtes toute seule, vous êtes encore plus riche que s'il était là, parce que vous allez malgré vous même hériter de sa part, puis prenez ça et ayez le sourire, soyez contente. Non, c'était pas possible. Et en plus, c'était pas dans ma nature, parce que j'avais pas une nature matérialiste, même au jour d'aujourd'hui, je suis quand même une idéaliste, et c'est vrai que c'était vraiment cruel, mais c'était ainsi, il fallait l'assumer. Alors comment vous avez fait sur les années pour peu à peu accepter et faire en sorte que cet héritage devienne justement le vôtre? J'ai entre-temps essayé de construire un petit peu ma vie de femme puisque j'ai eu 2 enfants. Et puis consécutivement à tout ça, malheureusement, la vie a fait que je me suis séparée du père de mes enfants biologiques. Et je suis tombée malade après parce que c'était trop. Une séparation, 2 petits bébés, tout ce que j'aurais pas souhaité. Parce que je voulais vraiment avoir une vie, ça peut paraître un peu puéril, mais je souhaitais avoir une vie modèle. Être mariée, avoir des enfants, pas de soucis, et puis ne pas vivre en tant qu'adulte ce que j'avais vécu enfant. Et malheureusement, la vie a fait que j'ai revécu pendant un certain temps exactement la même chose. Donc j'étais très révoltée de cette situation et j'en suis tombée malade. Je pense que c'était le seul échappatoire pour me retrouver moi-même. Et puis, j'ai pu réapprivoiser mon héritage, m'occuper de ma collection en me faisant aider par des gens hyper compétents, participer à des expositions. Et puis, sans prétention, on a fait les plus belles expositions dans le monde, dans tous les musées du monde. J'ai redonné de la vie à cette collection qui, pour moi, était morte. Réapprivoiser, c'est un mot fort. Oui. Oui, j'étais Picasso depuis le jour de ma naissance, mais pas depuis le jour de mon héritage. Et en somme, c'est ce qu'on m'a demandé. Et à ce moment-là, vous vous dites, bon, maintenant, ça suffit, j'ai souffert, je suis peut-être devenue héritière, mais maintenant, je vais m'occuper de moi-même, je vais être moi-même, je vais plus être la petite fille de Picasso, mais Marina tout court, parce que je disais toujours que je détestais la peinture, alors que c'était faux. Aujourd'hui, je l'adore, j'ai racheté des choses de mon grand-père, j'achète des œuvres de tiers, donc je ne suis pas indifférente à tout ça. La collection, c'est combien de pièces ? Ça, j'aime pas trop ces questions matérielles, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de tableaux, énormément de dessins. Je me souviens pas trop, mais je pense avoir hérité environ de 7000 dessins, de beaucoup de tableaux, énormément de gravures. C'est très important, oui. Puis je suis une héritière principale, donc c'est vrai que j'ai hérité de beaucoup de choses. J'ai jamais pensé comme ça, mais... Oui, mais parler d'argent, ça vous dérange? Vous n'aimez pas? Moi, j'aime bien répondre aux questions qu'on me pose, mais c'est vrai que je ne veux pas chiffrer en disant « je représente tant ». Je trouve ça vraiment amoral et puis inesthétique. Mais voilà. Lorsque vous avez hérité, enfin en tout cas des années après, il était évident pour vous qu'il fallait que cet héritage serve dans l'humanitaire, serve pour élever des enfants, pour en adopter, pour la fondation. C'est quand même une lueur d'espoir et je pense qu'il faut donner de l'espoir à tout le monde. Finalement, ce nom, après qu'il ait été difficile à porter pour vous, lourd à porter, aujourd'hui vous avez envie de le protéger? J'y suis attachée.
Et j'ai envie de le protéger, oui. Et puis, vous savez, quand au jour d'aujourd'hui, on peut penser qu'on vend même ce nom pour une automobile, et que ce nom va rapporter de l'argent. Bon, moi, c'est une chose à laquelle je me suis opposée, dont je souffre beaucoup. Vous pouvez imaginer le regard d'autrui, tout ce que les gens peuvent fantasmer à travers ce nom. Vous vendez votre nom et vous avez des milliards. C'est insupportable. Entre vous, donc les 5 héritiers, oui. Vous réunissez justement pour savoir... Pour tous ces problèmes. Oui, pour tous ces problèmes, pour non, prendre je des vais vous décisions. répondre très franchement. Il y a une société qui a été créée qui s'appelle la Picasso Administration. Et sans méchanceté, je trouve déjà que c'est un nom qui est affreux par rapport à ce que représente mon grand-père. Parce que le mot administration à côté d'un nom d'artiste, je trouve que c'est vraiment mal choisi. Mais je ne fais pas partie de cette société. Donc chaque fois qu'une décision est prise, elle est prise à la majorité. Ils sont 4, je suis seule. Donc là, en ce qui concerne l'histoire de la voiture Citroën, je n'ai pas été consultée et je l'ai appris comme tout le monde dans la presse. Ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup de liens donc avec les autres héritiers, avec non, c'est assez triste. Je reconnais qu'on a eu une vie, on a été tous séparés, on a tous eu notre chemin qui a été assez galère et pas facile, bien que dans la hiérarchie de la souffrance, je ne voudrais pas être négative, mais je pense que ceux qui ont le plus souffert, c'est mon frère, Pabito et moi-même, mais les autres ont certainement souffert à différents endroits. Quand on est un enfant adultérin, se battre pour un nom, c'est pas facile. Ça peut expliquer aujourd'hui d'ailleurs qu'ils veuillent prendre une revanche que je comprends, mais il faut quand même pas exagérer. Et si aujourd'hui on voudrait protéger mon grand-père, il faudrait commencer à ne pas vendre son nom à n'importe qui ou à n'importe quoi. Aujourd'hui, comment les gens vous regardent? Quel comportement ont-ils? J'essaie de pas trop y penser parce que ça serait vraiment trop gênant et inhibant. Mais je vais vous dire quelque chose d'assez triste. Je crois que quand on a un nom et une fortune, on souffre beaucoup de solitude parce que c'est le prix à payer et c'est ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Bien que je sois très occupée, je ne m'ennuie jamais. Mais bon, des fois, on aimerait avoir des contacts plus profonds, Et je vais dire quelque chose de très dur, mais c'est vrai. Dans toutes les relations que j'ai, j'en ai beaucoup, malheureusement. En grande partie, on m'utilise beaucoup. Et il y a quelques années, je le vivais bien parce qu'au fond, j'aimais donner et puis j'attendais rien en retour. Et aujourd'hui, ça doit être l'âge. On est plus fragile et on attend quand même un petit peu en retour. Et je reçois rarement. Et là, il y a un déséquilibre. Là, actuellement, ces temps-ci, que je vis très mal, parce que dès que quelque chose est terminé, bon, ben, je me retrouve assez seule et c'est très dur. Est-ce que vous pouvez faire peur aussi? Parce qu'on imagine des tas de choses à travers ce nom. Je vais vous faire une parenthèse qui n'est pas facile à faire. Je sais que dans ma vie de femme, j'ai pu faire peur à certains hommes parce que je représentais. Alors que le plus profond de mes désirs était d'être la femme la plus simple et d'être aimée pour moi-même. Et je dois dire que c'est un échec, je n'ai pas réussi. Mais j'imagine justement aussi par rapport aux hommes qui... vous devez aussi vous protéger, non? On essaie de pas trop y penser, mais c'est vrai que souvent vous avez des histoires d'amour, comme on en a toutes, qui commencent très bien parce que justement vous avez cette position, mais qui se terminent très mal. Et c'est vrai que ça a détruit l'image de l'homme pour moi et ça m'a posé beaucoup de problèmes. J'avais déjà perdu mon grand-père, mon père et mon frère. Ensuite, avoir des échecs de femme. Dans ma relation avec les hommes, c'est vrai qu'il y a eu un moment de ma vie où je me demandais... c'est vraiment cher à payer. Est-ce que vous pensez que c'est le prix à payer systématiquement lorsque l'on est héritier d'un nom et d'une fortune? J'aimerais vous dire non, mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai 48 ans et le constat est que c'est le prix à payer. Mais il ne faut pas, je pense pas qu'il ne faut pas s'en détruire, il faut se dire c'est comme ça. Non, mais on a le sentiment en même temps que vous êtes, comme vous avez fait la paix, vous avez compris beaucoup de choses. Oui. Finalement, il y a une grande sérénité qui est Oui, c'est l'expérience. Oui, je suis sereine. Je le dis d'ailleurs, si je peux le dire, c'est pas facile de le dire devant des caméras. C'est justement parce que je suis sereine, je sais ce que je peux vivre et ne pas vivre. Je sais ce que je n'ai pas vécu, ça je le garde pour moi et j'ai un profond regret, mais c'est comme ça. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.